Bonjour, je me présente, Jocelyn Labbé. Je suis responsable clinique à Homewood Health. C'est moi qui vais vous accompagner ce soir pour cette présentation qui indique de lever la main et faire usage du tableau blanc pour écrire vos idées et commentaires. J'ai aussi prévu de demeurer à la fin de la présentation pour ceux qui désiraient des précisions. Alors, quelques mots sur moi. J'ai travaillé dans les écoles pendant une bonne partie de ma carrière. Comme éducateur, en prévention de toxicomanie. Je travaillais en pédopsychiatrie, en service social dans les hôpitaux et comme gestionnaire à DPJ. Alors, voici pour moi. Maintenant, on va procéder avec la présentation. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Le premier est de vous renseigner sur l'anxiété qui provoque ce genre de transition. Et la deuxième, identifier les façons de prendre soin de soi dans les périodes d'incertitude. Alors, on va discuter des changements qu'on a vécus, des choses à faire pour réduire l'anxiété et des choses à faire pour prendre soin de nous. Ça devrait aller relativement facilement. Alors, on voit ici les bouleversements qui sont causés par la COVID. Le fait d'avoir tant d'aspects de notre vie touchés en même temps par des changements soudains, inattendus, comme nos habitudes quotidiennes, nos relations avec les autres, nos milieux de vie, de travail, de loisirs, ça risque d'entraîner de l'incertitude, de la désorientation, de l'inquiétude et du stress. Ah, on me dit d'appuyer sur Stop Video. Bon, est-ce qu'on m'entend? Alors. Je me demande si je dois recommencer. C'est bon. Alors, je ne sais pas si vous pouviez m'entendre précédemment. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre du début. Je me présente, Jocelyn Labbé. Je suis responsable clinique chez Homewood Santé. C'est avec plaisir que je parcours cette présentation avec vous ce soir. Malgré que ce soit ma première expérience de présentation à distance, j'espère tout de même qu'on arrivera à interagir. Comme je ne vous verrai pas, je vous demanderai d'utiliser le petit bouton qui sert à lever la main sur Zoom. Comme ça, vous pourrez obtenir mon attention et écrire vos commentaires sur le tableau blanc. J'ai prévu de courtes pauses là, pour pouvoir lire vos questions et y répondre. Et je vais même rester un petit peu après la présentation au cas où quelqu'un aurait besoin de précision. Alors, on peut se lancer. On a deux objectifs aujourd'hui. Le premier, de vous renseigner sur l'anxiété qui provoque le genre de transition qu'on vit en contexte de pandémie. Puis le deuxième, c'est d'identifier les façons de prendre soin de soi dans les périodes d'incertitude. Alors, on va discuter des changements qu'on a vécus, des choses à faire pour réduire l'anxiété et de ce qu'on peut faire pour prendre soin de nous. Bon, les bouleversements causés par la COVID sont nombreux, mais en fait, le fait d'avoir autant d'aspects de notre vie touchés en même temps par des changements soudains et inattendus, comme nos habitudes quotidiennes, nos relations avec les autres, nos milieux de vie, de travail, de loisirs, risque d'entraîner de l'incertitude, de la désorientation, de l'inquiétude, voire même, je dirais, du stress. Les changements mentionnés sur la positive ne sont que quelques-uns de ceux que subissent beaucoup de gens. On peut
peut tous nommer des choses qu'on a vécues qui touchent différents aspects de notre vie. Je pense que, en fait, si vous voulez, vous pouvez en écrire sur le tableau blanc, puis ça va donner une idée de à quel point on a tous vécu le COVID ensemble. Alors, voici un modèle de transition. Celui-ci est celui de William Bridges. Et bien que la transition soit un processus subjectif, on dit qu'elle compte généralement 3 phases distinctes. La conclusion, qui est le passé qui se termine. L'exploration, que William Bridges appelle une phase neutre, mais elle est généralement tout sauf neutre. Bon, je vais vous présenter ça dans quelques secondes. Au cours de la phase de conclusion, surtout lorsqu'un changement nous est imposé, et le COVID nous a été imposé, on peut ressentir le choc, la peur, la colère. On se rend compte que quelque chose a pris fin et on se rend compte que de ce qu'on perd, on en ressent un deuil. La phase d'exploration est généralement assez chaotique, contrairement à ce que William Bridges suggère quand il appelle ça une phase neutre. On perd une chose à laquelle on est habitué, mais on n'a pas de certitude de ce qui va la remplacer. C'est un stade assez difficile, déroutant, même stressant pour la majorité des gens. Il représente généralement un terrain fertile à l'épanouissement, à la nouveauté, à la créativité, mais ça ne se fait pas sans malaise. Bon, la phase du renouveau, on peut la reconnaître du moment qu'on a adopté des changements et à force d'efforts de travail, qu'on a accepté la nouvelle normalité. Atteindre la phase de renouveau implique une croissance personnelle. Elle est souvent marquée par de la satisfaction, même la célébration et la réussite. Vous pourriez peut-être nous dire sur le tableau blanc ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce qu'il colle à votre réalité? Est-ce que vous lui trouvez certaines lacunes? René a levé sa main. René, est-ce que tu peux m'indiquer quelque chose sur le tableau blanc? Bon, c'est bon. René passe un test. Alors, bon, c'est comme moi. Pour moi, c'est un gros test d'ailleurs. Alors, je demandais aux gens, je vous demandais tous si c'est un modèle qui peut un peu coller à votre réalité. Est-ce que vous lui trouvez des lacunes? Est-ce qu'il s'agit d'un modèle qui correspond un petit peu à votre réalité? Je vous dirais que j'ajouterais, là, parce que le modèle ne l'exprime pas nécessairement en lui-même, mais les gens peuvent rester collés dans une phase en particulier. Oui, Isabelle. Oui, on peut tout à fait passer d'une phase à l'autre et revenir à la phase 1 après avoir été à la phase 3. En fait, on peut même se retrouver dans 2 phases en même temps. C'est-à-dire, dans un aspect de notre vie, mettons, ou l'aspect familial, on peut s'être adapté et être en phase de renouveau, mais arriver au travail, puis être complètement désarçonné parce qu'on ne sait pas où on s'en va, on nous a demandé de faire quelque chose, mais on ne nous a pas indiqué les outils qu'on aurait. Oui, c'est possible de revenir, de passer d'une phase et revenir à une autre, ou même de se trouver dans 2 phases en même temps, dans différents aspects de notre vie. Merci de la question, c'est vraiment, ça aide vraiment à exprimer ce modèle. Bon, alors c'est pas d'autres commentaires. Je vais me rendre à la prochaine. Je vais enlever ça. La prochaine diapo. Reconnaître ce qu'on a perdu, c'est une composante importante du changement. Il faut reconnaître ce qu'on a perdu, il faut lâcher prise. Et quand je dis lâcher prise, je veux dire lâcher prise de ce qui nous était familier et rassurant. Il faut comprendre que le changement nous amène parfois à faire fausse route. On rend des décisions importantes basées sur l'émotion. On évite les personnes qui peuvent nous aider. On néglige les activités qui assurent notre bien-être.
je parle ici du sommeil, de l'activité physique, de la bonne alimentation. On refuse d'écouter de l'information importante parce qu'on ne veut pas l'entendre. On saute aux conclusions. Ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer sur le présent. Prendre conscience que le passé est derrière nous et que l'avenir, on peut l'imaginer. Mais le moment présent est l'endroit où qu'on peut modifier, sur lequel on a une influence. Or, en période de changement, notre esprit est souvent tourné vers le passé ou l'avenir. Mais ce qui est efficace, c'est de revenir au présent et mettre l'accent sur ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire maintenant pour nous aider à gérer le stress qui accompagne le changement. En participant activement à une transition, on devient un peu plus responsable de son déroulement et de la façon dont elle nous touche. Ça aide également à demeurer maître de la situation, ce qui réduit le stress et l'anxiété associés à l'inconnu. Alors, l'anxiété est une expérience humaine universelle et normale. De plus, je vous dirais qu'elle est souvent bénéfique dans des situations stressantes. Ça agit un peu comme un système d'alarme qui nous aide à nous préparer au danger et y réagir. Sur le plan physique, on va noter l'accélération du rythme cardiaque, la tension, le serrement de poitrine, les difficultés respiratoires, les étourdissements, maux d'estomac, transpiration. Sur le plan cognitif, on reconnaît les symptômes d'inquiétude, des pensées, on va avoir des pensées catastrophiques. On se dit, ça va être la fin du monde si telle ou telle chose se produit, par exemple. Ou je vais me faire honte, ou j'aurai une crise de panique. On s'imagine là des choses pénibles ou de mauvais souvenirs. Sur le plan comportemental, c'est l'évitement, la fuite, les comportements sécurisants, les micro-évitements, c'est-à-dire peut-être qu'on ne répond pas au téléphone, on n'est pas à l'aise d'entamer certaines discussions. Sur le plan émotif, on parle d'anxiété et peur, mais la différence entre les deux, c'est que la peur, c'est quelque chose qu'on ressent quand la source du danger ou de la menace est immédiate ou imminente. L'anxiété, c'est une émotion qui est ressentie quand la source du préjudice est incertaine ou distante dans le temps. Alors, comme c'est écrit ici, c'est des émotions qui sont accompagnées d'irritabilité, de tristesse, voire même de honte. Maintenant, cet automne, nous, on a pensé que pour les enseignants, les plus grandes craintes seraient de contracter le virus, d'infecter leur famille, être porteur, transmettre, ne pas parvenir à satisfaire leurs propres normes d'excellence au travail, de ne pas rencontrer leurs propres attentes. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Je vous inviterai à nous les partager. C'est toujours intéressant pour tout le monde là, de voir qu'on n'est pas tout seul dans nos préoccupations. Bon, alors, je réalise que je ne suis pas en personne, donc je ne vais pas me donner le loisir de tolérer ce silence très longtemps. Alors, au niveau des stratégies concrètes, on aggrave notre malaise lorsqu'on n'accepte pas les choses qu'on ne peut pas changer. Accepter une situation, ça ne veut pas dire de l'approuver. L'acceptation signifie que vous pouvez transformer vos ruminations d'opposition en monologue intérieur comme voilà la situation. Je ne l'approuve pas, je ne suis pas bien là-dedans, mais je n'ai pas le choix et je ne peux pas changer le cours des choses. Alors, se concentrer sur sa zone d'influence, c'est comprendre que l'incertitude est malaisante. C'est tout à fait naturel d'essayer de trouver des certitudes, mais c'est un processus épuisant et un gaspillage d'énergie. Essayez plutôt de concentrer votre énergie sur ce qui se trouve à l'intérieur de votre zone d'influence. Vous tenir au courant de l'actualité, vous laver les mains, suivre les directives des autorités sanitaires. Des solutions pratiques vont être apportées pour certains problèmes, mais d'autres, comme la façon de se préparer à l'école cet automne,
était vraiment impossible à résoudre parce que personne ne savait à quoi semblerait réellement l'école. C'est important que vous reconnaissiez et souhaitez savoir ce que l'avenir vous réserve, mais le fait est que vous ne le savez pas. C'est donc impossible de prendre une décision sans avoir toute l'information dont vous avez besoin. Si on voit ici une diapo qui vous indique de vous concentrer sur votre zone d'influence, mais il y a des stratégies de gestion pour les choses sur lesquelles on n'a pas d'influence au travail. On peut faire preuve d'empathie, pratiquer l'écoute active, éviter d'offrir des conseils, fixer des limites saines, admettre que les choses sont maintenant différentes, aiguiller les demandes vers les personnes susceptibles d'avoir les réponses. Concentrez-vous sur ce qui est à l'intérieur de votre zone d'influence. Bon, ici, on parle de la façon de cultiver une saine façon de penser. Mais dans les faits, je pense que la première chose, c'est de se sensibiliser à vos émotions et les accepter. C'est important d'être conscient de ce qu'on ressent, de comprendre pourquoi on le ressent et d'accepter nos émotions. Permettez-leur d'exister, donnez-leur un sens. Nous devons les parler, les noter, les analyser d'une nouvelle façon pour qu'elles finissent par passer. Les émotions ont besoin qu'on s'en occupe. Quand on les reconnaît, qu'on les analyse, elles finissent par s'en aller comme elles sont venues. Ici, on parle au numéro 3 d'acceptation radicale. On aggrave notre malaise lorsqu'on s'entête à ne pas accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Comme je le disais tantôt, accepter la situation, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec. Mais il faut transformer notre monologue intérieur pour que ça devienne plus une reconnaissance de la situation et on peut se dire qu'on ne l'approuve pas, qu'on n'est pas bien dedans, mais bon, il faut faire avec. Maintenant, ici, on parle vraiment d'autocompassion. C'est vraiment un outil indispensable. L'autocompassion vous console lorsque vous échouez. Fortement lié au bien-être mental, favorise la motivation en activant notre système mammélien. En fait, elle augmente l'oxytocine, alors plutôt que notre réaction de combat ou de fuite. Donc, ça nous permet de gérer ce qui se passe autour de nous. La compassion est une force plus puissante que l'estime de soi ou la confiance. Selon la recherche, l'autocompassion est fortement liée au bien-être psychologique. Elle favorise le bonheur, l'optimisme, l'initiative personnelle, les liens interpersonnels et diminue l'anxiété, la dépression, le perfectionnisme. Christine Neff est l'une des spécialistes mondiales en matière d'autocompassion. Elle a répertorié ces 3 composantes de l'autocompassion. La bienveillance envers soi-même, la communauté d'expérience et la pleine conscience. Elle nous fait remarquer que, dans le fond, les autres ne sont pas toujours là pour nous offrir leur compassion. Mais il y a une personne qui est toujours là et c'est vous. Il faut substituer la bienveillance envers soi au dénigrement. Il faut se réconforter et s'apaiser. Il faut substituer la communauté d'expérience à l'isolement, c'est-à-dire recadrer notre expérience à la lumière de l'expérience humaine. Il faut faire attention à ne pas penser qu'on est seul à faire des erreurs. Ça nous isole des autres, nous donne l'impression d'être anormal. Alors qu'en réalité, tout le monde fait des erreurs. Rappelez-vous que l'erreur est humaine. Et on peut substituer la pleine conscience à la suridentification. Soyez conscient de votre souffrance, telle qu'elle est. L'autocompassion vous fait reconnaître, examiner et accompagner votre douleur. C'est ce qu'il faut faire pour nous réconforter. Une autre méthode pour gérer notre anxiété, c'est de pratiquer la méditation pleine conscience et de manifester sa gratitude. La pratique de la pleine conscience améliore le système immunitaire et modifie les symétries d'activation dans le cortex préfrontal. C'est un changement associé à une amélioration de l'expérience positive
et un rétablissement plus rapide des expériences négatives. La pratique régulière de la méditation peut nous aider à concentrer nos pensées, à prendre davantage conscience de nos sentiments et renouveler notre énergie à ressentir davantage d'émotions positives. Une étude qui a révélé que la pratique d'une forme particulière de méditation, la méditation de bienveillance, la pratique de cette méditation pendant 7 semaines favorise les émotions positives, telles que l'amour, la joie, la satisfaction, la gratitude et l'espoir. Essayez différentes techniques de méditation. Il y en a sûrement une qui vous convient mieux. Et visez d'en faire environ 5 minutes par jour et vous devriez en ressentir les bienfaits. La gratitude, quand on parle de gratitude, je vous dirais que ce qu'on lit, c'est on pense que les esprits forts et résilients pratiquent souvent la gratitude. Elle a un effet positif. On a documenté qu'elle a un effet positif sur les personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Les études réalisées auprès d'anciens combattants l'ont démontré maintes fois. On dit que la manifestation quotidienne de gratitude est salutaire pour tout le monde, en fait. Puis on a même des statistiques sur les effets de la méditation transcendantale qui réduit de 43% le risque de mortalité de toute cause d'infarctus du myocarde et d'AVC chez un échantillon d'Américains à haut risque. Enfin, je pourrais vous partager là, toutes ces références-là après. Les exercices quotidiens de méditation de pleine conscience et de gratitude. Le premier exercice, la respiration consciente, est vraiment simple, mais extrêmement puissant, avec des effets spectaculaires. Il consiste simplement à prendre conscience de chaque inspiration, chaque expiration. Par exemple, quand vous expirez, vous devez être conscient que vous expirez. L'objet de l'exercice de pleine conscience est donc la respiration et vous lui accordez toute votre attention. Le second exercice, la concentration, consiste à reprendre l'exercice précédent en suivant le passage de l'air dans vos poumons pendant que vous inspirez depuis le début jusqu'à la fin. Si votre inspiration dure 3-4 secondes, votre état de pleine conscience, lui aussi, dure 3-4 secondes. Inspirez et suivez votre souffle du début jusqu'à la fin. Faites de même lorsque vous expirez. Depuis le début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'expiration. Votre esprit demeure concentré sur votre respiration. Votre pleine conscience est ininterrompue et la qualité de votre concentration en est améliorée. Le relâchement de l'attention consiste à libérer l'attention présente dans votre corps. Lorsqu'on est pleinement conscient de son corps, on remarque parfois une certaine tension, de la douleur, un certain stress. Cette tension et cette douleur sont accumulées au fil du temps dans le corps, mais l'esprit n'est pas nécessairement là pour l'aider à s'en libérer. C'est pourquoi c'est important d'apprendre consciemment à relâcher la tension corporelle. Quand vous conduisez votre voiture, par exemple, vous remarquez peut-être cette tension dans votre corps. Pressé d'arriver à destination, on ne prend pas nécessairement le temps d'apprécier le temps où on est au volant. Quand un feu rouge arrive, on est plus porté à penser à arriver à la maison ou à notre destination. Par contre, si on voyait le feu rouge comme un signal, peut-être qu'on pourrait se rappeler des tensions qui nous tenaillent. Le stress de vouloir arriver à destination le plus rapidement possible pourrait disparaître simplement en reconnaissant le fait qu'on a cette tension d'emmagasiner dans le corps. Alors, on pourrait se détendre, prendre 10-15 secondes où on est arrêté au feu de circulation pour pratiquer la respiration consciente et libérer la tension de notre corps. Qu'est-ce que la journée apporte de bon? Le fait de nous rappeler des expériences positives
permet à notre cerveau non seulement de revivre des expériences, mais aussi de se remémorer les émotions agréables qui leur sont associées. Ça nous permet de maximiser les bienfaits de chaque expérience positive. Pour bien voir le positif dans votre vie, vous pourriez répertorier chaque soir 3 choses qui se sont bien passées pendant la journée. Les raisons aussi pour lesquelles ça vous apporte du bonheur. Finalement, les mots d'appréciation, écoutez, je pense que c'est l'évidence. Des études ont permis de montrer qu'un acte de bienveillance à l'égard d'autrui peut nous rendre plus heureux qu'un acte qui nous profite. Alors, on parle ici d'envoyer chaque jour un mot d'appréciation à quelqu'un, un ami, un membre de votre famille ou un collègue. Vous lui faites un compliment et vous lui exprimez votre gratitude. Une autre chose qui nous protège, c'est de maintenir des liens sociaux, ce qui a été particulièrement difficile au début du COVID, puisqu'on n'arrivait pas à voir les membres de notre famille, les grands-parents étaient vraiment isolés. Maintenant, on sait qu'il y a différentes façons de le faire et je pense que tout le monde reconnaît que c'est important d'aller chercher le contact humain, même si c'est à travers des rencontres familiales sur Zoom ou des rencontres téléphoniques. Puis un autre facteur de protection, je dirais, c'est limiter sa consommation de médias. C'est pas qu'on peut se tenir trop informé, mais en fait, c'est qu'avec nos téléphones intelligents, nos tablettes, on semble tellement absorbé. C'est important de se fixer une limite de temps d'écran et de maximiser le temps qu'on passe à vraiment échanger avec les gens, entendre des voix, être attentif aux gens avec qui on vit. Et évidemment, pour mieux dormir, on sait que la lumière bleue qu'émet les téléphones cellulaires, les tablettes, nuisent au sommeil. Les stratégies pour prendre soin de soi-même. Je pense qu'il faut souligner l'importance de prendre soin de vous, en particulier quand on est enseignant. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Excusez-moi. En fait, il faut donner aux élèves l'exemple de bons mécanismes d'adaptation. Le bien-être d'un enseignant profite à l'enseignant, mais aussi à sa famille et à ses élèves. Moi, je suis pris dans la gorge. L'anxiété peut nuire à vos habitudes quotidiennes, sommeil, alimentation, etc. C'est vraiment bon d'acquérir et de maintenir de bonnes habitudes en matière d'activité. Manger, travailler, aller à l'école, la routine aide. Prenez soin de votre santé physique et émotionnelle. L'activité physique, bénéfique pour le corps, l'esprit. Les études démontrent que l'exercice régulier peut augmenter notre impression de bonheur et réduire évidemment le stress et l'anxiété par la bande. De plus, dormir suffisamment et d'un sommeil réparateur a également une influence positive sur le bonheur. Maintenant, vous avez probablement tous repris l'enseignement en salle de classe. Je pense qu'il faut reconnaître toutes les réactions que vous avez pu avoir à l'idée de retourner en classe. Ça peut être de l'anxiété, de la peur, de l'enthousiasme pour certains, du soulagement pour d'autres. Moi, je pense qu'en général, tout le monde fait de leur mieux, compte tenu des circonstances. Ce serait contre-productif de continuer à vous astreindre aux mêmes normes, aux mêmes attentes, alors que la situation a radicalement changé. Beaucoup de gens sont plus exigeants pour eux-mêmes qu'ils sont pour les autres. C'est le moment de faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes et d'essayer d'adopter les normes auxquelles on s'attend des autres.
contexte de la COVID, les effets qu'il a sur les élèves et sur vous-même, en tout cas le comprendre, peut vous aider à accepter la réalité de l'enseignement en période de pandémie. Mettez-vous au défi de chercher des choses qui se passent bien. Utilisez ça comme une occasion de vous féliciter pour un travail bien fait dans des circonstances difficiles. Et essayez de vous concentrer sur le moment présent. Assumez vos responsabilités en tant qu'enseignant en reconnaissant que d'autres partagent la responsabilité de bien faire aller les choses. C'est important de faire le point plusieurs fois pendant la journée. Demandez-vous comment vous vous sentez physiquement. Tendu, détendu, fatigué. Faites un balayage corporel. Mentalement, avez-vous l'esprit emballé, les pensées calmes? Êtes-vous concentré, déconcentré? Émotionnellement, anxieux, calme, incertain, reconnaissant? Socialement, êtes-vous connecté, isolé, seul? Vos besoins ont-ils changé? Excusez-moi. Vous aviez peut-être besoin de dormir davantage au début de la COVID, de vous distraire, de vous cacher sous une couverture. Puis vous avez ressenti le besoin de chercher des interactions, de nouveaux apprentissages, de vous fixer d'autres objectifs. Restez à l'écoute de vos besoins. Vous pouvez créer une liste de vérification de votre résilience. Faites l'inventaire des atouts que vous possédez déjà pour affronter les difficultés. Puis ici, on parle l'humour, dialogue positif, acceptation, contact avec la nature, méditation, gratitude. Vous trouvez que essayez de trouver des nouveaux outils qui pourraient vous être utiles dans les semaines à venir. Vérifiez quotidiennement votre niveau de stress sur une échelle de 1 à 10. Demandez-vous où est-ce que vous vous situez aujourd'hui. En période de pandémie, les réactions anxieuses sont courantes. Vous pouvez, en tant qu'adulte bienveillant, aider les jeunes en étant un soutien stable, calme, en leur fournissant des informations précises, adaptées à leur développement, et en les aidant à sentir un certain niveau de maîtrise. Par exemple, les élèves peuvent aider à réduire la propagation de la maladie en se lavant les mains, souvent et soigneusement, en se couvrant la bouche et le nez lorsqu'ils toussent ou éternuent, et en prenant soin de leur santé. On peut leur parler de maintenir une alimentation saine, un sommeil suffisant. De plus, je vous dirais que chaque crise présente des possibilités. Une situation de crise, comme celle d'une pandémie, présente l'occasion de montrer aux élèves l'importance de la compassion, la bienveillance, notre responsabilité collective de veiller au bien-être de ceux qui nous entourent. On peut également mettre la valeur en puissance, mettre en valeur la puissance de l'esprit humain, le courage de ceux qui sont touchés par la maladie, mais aussi les nombreux aidants qui s'occupent d'eux avec générosité et compétence. Les enseignants doivent également s'élever contre chaque remarque biaisée, chaque fois qu'elle se produit. Une réponse incohérente enverrait le message que la stigmatisation est acceptable. De plus, c'est important d'expliquer pourquoi le comportement ou la déclaration est offensante et comment elle risque d'être interprétée. Une pandémie comme la COVID-19 entraîne des difficultés inaccoutumées. L'incertitude, l'isolement, parfois les changements soudains inattendus aux habitudes et aux relations avec les autres, que ce soit au travail ou à la maison, peuvent mettre à dure épreuve des personnes déjà vulnérables aux effets de l'anxiété ou de la dépression. En fait, il peut y avoir déjà des choses qui se passent dans nos vies qui nous rendent plus vulnérables. Déjà, on peut avoir des enfants malades, des parents qui ne sont pas en santé. On peut avoir des gens à l'hôpital qu'on ne peut pas accompagner. Alors, ce sont des choses pour lesquelles votre programme d'aide aux employés peut vous être utile.
Il y a tellement de situations de vie et il y a autant de professionnels au programme d'aide aux employés pour vous aider à passer à travers des épreuves. On vous a envoyé ici peut-être une douzaine, mais il y en a encore, je dirais par expérience. On ne pourrait pas compter le nombre de difficultés que les gens rencontrent. En fait, les programmes d'aide aux employés se démarquent par le fait qu'ils sont disponibles en tout temps, jour et nuit, 7 jours sur 7, à l'année longue. Puis aujourd'hui, c'est accessible par téléphone, par vidéo, en ligne, par message texte, par courriel. Vous pouvez prendre rendez-vous ou recevoir une aide immédiate en cas d'urgence. Le service est multiculturel et multilingue. Si on n'a pas un fournisseur de services qui parle une langue en particulier, mais dont les compétences sont nécessaires, on a recours à des interprètes. Le service est offert aux employés, à leurs conjoints et leurs enfants. Et le recours au service est volontaire, confidentiel et surtout sans frais. Vous voyez ici les coordonnées de Romwood Santé, si c'est votre programme d'aide aux employés. Si c'est une personne ressource d'organisation et que vous avez des questions ou des besoins particuliers, puis communiquer avec votre représentant de compte ou un membre de son équipe, ou appelez le numéro sans frais. En plus, vous avez ici le numéro d'Espace Musette Canada. Et là encore, vous obtenez un soutien ponctuel pour toutes sortes de problèmes, reliés ou non à la COVID, en fait. Et vous pouvez avoir, ça peut être une rencontre unique ou ça peut être une série de rencontres sur rendez-vous. Alors, en résumé, ce qu'on dit, c'est que gérer l'anxiété, tolérer l'incertitude sont des compétences utiles pour se préparer au retour en classe. Se munir des outils, des stratégies pratiques pendant cette période stressante et incertaine, c'est important. Puis les stratégies n'ont pas à être très compliquées. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des ressources et du soutien à votre disposition. On conclut en disant quel petit geste pourriez-vous faire pour améliorer votre bien-être chaque jour. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre une chance et se risquer. Ah, j'ai manqué. OK, les gens ont posé des questions, puis moi, je pensais qu'ils allaient lever la main. Je vais voir. Une des inquiétudes de Jacqueline. Attendez, je vais reprendre du début, puis je regrette de ne pas les avoir traités tous en même temps sur le moment. On parle ici des inquiétudes. Les enfants attrapent le virus, des décès. Oui, tout ça est possible. En fait, je pense que c'est des préoccupations qui sont partagées par tout le monde. Tenir le coup au niveau physique et émotif dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Oui, c'est courant. Puis on le voit. Puis je vous dirais que, en fait, au programme d'aide aux employés, on note que ce qui rend les choses encore plus difficiles, souvent, ce sont les situations personnelles qui sont, comme je disais, qui exigent déjà beaucoup émotivement. Si on a des exemples pour se concentrer sur le moment présent quand c'est difficile, notre anxiété, mais je pense que le moyen le plus efficace demeure la respiration consciente. Quand on vient à bout de se concentrer sur sa respiration et de faire abstraction des autres choses, déjà, ça libère un petit peu la tension qu'on ressent. Bon, il y a quelqu'un qui est psychothérapeute, qui travaille aussi avec des groupes d'enseignants et autres concernant l'anxiété. Va-t-on recevoir la présentation PowerPoint avec autorisation et mention des sources? Je m'en servirai dans quelques formations pour mieux accompagner. Est-ce possible? Mario, je vous dirais, j'aurais dû me renseigner à cet effet avant. Je vais vous envoyer
je vous envoie mon courriel, puis on communique. Oui. Oups. Alors, oui, c'est important, oh, pardon, c'est important de soutenir comme enseignant. La cohérence cardiaque est intéressante ici et l'approche ciné. Écoutez, c'est plus qu'intéressant. Je vous disais que l'approche ciné est, bon, je ne suis pas rentré. C'est un peu l'approche qui est, j'ai oublié le nom du monsieur qui nous avait présenté ça à un moment donné, mais je pense que ça provient de l'initiative de Sonia Lupien, si je ne me trompe pas. Alors, c'est pas mal extraordinaire. Oui, c'est excellent. Comment appuyer nos collègues qui vivent de l'anxiété à l'école quand on est séparés à cause des règlements de distanciation? En fait, je pense que communiquer, ça peut se faire par téléphone. On peut se donner des... faudrait que j'ai peur de vous donner des conseils que vous allez trouver inutiles parce que je n'ai pas tant de contexte, mais quand on parle d'appuyer des collègues qui vivent de l'anxiété, je dirais que, ce serait de leur recommander de contacter le programme d'aide aux employés s'ils ont de grandes difficultés. Je dirais aussi simplement de maintenir nos réseaux sociaux. Donc, si vous les appelez, vous partagez vos propres... vous les écoutez, vous validez leurs préoccupations, l'anxiété qu'ils vivent. Déjà, c'est beaucoup. Je vous dirais, c'est peut-être une des choses qui est le plus sous-estimée. Est-ce que ça vous aide, Stacy, cette réponse? Bon, excellent. Alors, il y a d'autres questions? Je vous dirais que pour moi, c'est... Oui, Jacqueline. Tandis que Jacqueline tape sa question, moi, je vais vous dire que pour une première expérience de présentation en Zoom, ça a été assez... j'ai trouvé difficile de ne pas voir vos visages et de ne pas être en mesure de répondre systématiquement aux questions. Est-ce qu'on va avoir accès à la présentation pour la revoir à notre gré? Écoutez, c'est une excellente question. Puis, honnêtement, j'ai pas pensé à demander avant de la faire. Évidemment, j'ai fait ça pour le compte de Homewood Santé, mais j'aimerais beaucoup la partager. Donc, écoutez, je vais laisser mon courriel pour les gens qui veulent me contacter après pour l'avoir et je vais tenter de me renseigner à ce sujet.